Donc, je me présente avec Thibaut, directeur de Bistro Brain, un emploi qui me passionne à chaque jour. Très content de commencer la programmation également ici même au petit campus. Vraiment un emplacement qui concorde en plein avec les valeurs de Bistro Brain, clientèle étudiante, ambiance tamisée, de la bière pas chère. C'est vraiment tout ce qu'on pourrait désirer. Donc, ce soir, ben, c'est Démontre ton mythe, un événement qui est dédié à la déconstruction des croyances populaires à travers la science. Ce soir, on était censé avoir 4 présentations. Malheureusement, on a quelqu'un de Eastman en Estrie qui n'a pas pu trouver de transport, donc on va en avoir 3. En contrepartie, on a dit aux présentateurs présents qu'ils auraient accès à un peu plus de temps pour faire la présentation. Donc, initialement, des 10 minutes, ils sont soulagés d'avoir peut-être même jusqu'à 5 minutes supplémentaires. Pour les gens en ligne, on vous avertit que l'événement est enregistré. Il va être aussi disponible sur la chaîne YouTube par la suite. Donc, il devrait y avoir un avertissement sonore pour vous en avertir. Également, si vous ne voulez pas apparaître sur les photos de Marjorie Côté que je pointe à l'instant, juste lui signaler. Sinon, c'est considéré comme un événement public. Et là, je vais sortir mes notes, vérifier si j'oublie rien. Quand même préparé, hein, le monsieur. Donc, c'est quoi Bistro Brain? Ben, c'est un OBNL dont la mission, c'est la diffusion du savoir scientifique accessible à travers le plaisir. Donc, on fait des événements une fois par mois, 4 présentations de 12 minutes qui respectent chacun une thématique différente. Au début de l'année, on se donne des chances, on fait un événement sans thématique qui s'appelle Démontre ton mythe. Là. Ça a tout concept comme ça, mais c'est surtout pour faciliter le recrutement de présentation. Également, juste pour faire une historique, ça existe depuis 5 ans. On est originaire de Sherbrooke, on est arrivé à Montréal en 2019. Et ben, l'année passée, on a eu une programmation complète avec plein de plaisir, une moyenne de participation d'à peu près 40 personnes par événement. En tout et partout, l'année passée, à Sherbrooke, Montréal, on a aussi un podcast, on a une formation, à peu près 1700 participations. Donc, c'était vraiment une année record. Puis, on voit vraiment que le besoin est présent pour la vulgarisation scientifique et on est vraiment heureux d'en faire partie, de s'associer avec des gens qui croient à la même mission. Pour Montréal, ben, c'est déjà le 15e événement, donc depuis notre arrivée à l'automne 2019. Et pour Montréal seulement, on avait 429 participations. Et pour dire les choses au complet, ce soir, on reçoit le soutien financier de la Fondation Gurney, donc on aimerait les remercier. Vous avez vu des commanditaires défiler également au diaporama derrière moi. Et ben, c'est ça pour présentation de ce que c'est Bistro Brain. Ce soir, on revient à ce soir, donc on a 3 présentations. On a Frédéric Tremblay, Charles Morin et Charles-Antoine Poulain, exactement. Merci. C'est quand même 2 Charles, puis leur nom de famille riment ensemble, là, comme il y avait lieu de se mêler. Donc, on va avoir un quiz à la fin qui va vous permettre de gagner des consommations ici même au Petit Campus. Et ben, à la fin, naturellement, on vous invite à rester, là, profiter de l'ambiance, faire un peu de réseautage, discuter avec nos présentateurs pour leur poser davantage de questions. Ça va faire un immense plaisir. Et là-dessus, ben, on passe à la première présentation, qui est Frédéric Tremblay, qui est un sacré CV, là, honnêtement. Il m'a envoyé sa biographie. J'étais comme, bon, mais je ne sais plus comment on t'appelle. Là. Puis en plus, il va faire une présentation sur la douance. J'étais comme, OK, tu sais, la personne parle, parle un peu d'expérience. Qu'est-ce que je peux dire? Écrit 5 romans. Je ne sais pas, c'est comme des romans sur quoi, là. Médecin. Fait un doc en éducation. Donc, vraiment, je pense qu'il incarne bien la valeur de Bistro Brain qui est la curiosité. Puis je pense qu'il va nous en parler aussi davantage sur la douance. Donc, également, là, il est aussi anciennement président du FRESC, le Forum de la relève étudiante pour la santé du Québec, avec qui on a fait une collaboration l'année passée pour diversité culturelle en mars. Donc, je vous laisse la parole pour sa présentation, la douance, qu'est-ce que ça donne? Excellent. Il va falloir que je me réhabitue à prendre mon temps pour parler, pas aller à toute vitesse. Donc, la douance, que ça donne? C'est un jeu de mots fait d'après Yvon Deschamps, que voici.
Fallait que j'explique un petit peu. La dernière fois, j'avais fait une référence à André Desfortins des colocs, puis ça n'avait pas été compris. Donc, je me dis que je suis peut-être rendu trop vieux, je sais pas, du haut de mes 29 ans. Donc, voilà, Costadon, ça vient d'un monologue de 1968, Chose, le gars de la shop, qui dit les unions Costadon, union pour syndicat, union de l'anglais. Donc, on va en parler tout à l'heure des syndicats et de leur rôle dans l'histoire de la douance au Québec. J'ai placé ça quand même subtilement. Avec un jeu de mots que ça donne, donc douance, si jamais c'était trop subtil, je l'explicite. J'ai trouvé ça intéressant dans la publication que Bistro Brain avait fait de ma petite biographie. Il y avait en soi un autre mythe à démonter, le concept de surdoué. Donc, on voit qu'il y a eu des guillemets qui ont été mis par Bistro Brain. Je me demandais qui est-ce que ça cite, ces guillemets-là. J'ai supposé que ça citait le vocabulaire courant, monsieur et madame tout le monde. Euh, un peu bizarre, le concept de surdoué. Quand on y pense, la douance, c'est déjà le fait d'être sur ou hyper quelque chose. Puis là, il y a un sur ça. Donc, je trouve ça intéressant de le démonter. De dire, voilà, ça vaut la peine de parler de doué, sinon on dirait que ça normalise le fait d'être doué en disant, mais finalement, tout le monde est doué, puis il y a des surdoués qui, eux, sont vraiment l'exception. Donc, c'est pour ça que je recommande de seulement parler de doué et de pas besoin de guillemets dans ce cas-là. Donc, ma fausse question de recherche, est-ce que les... faut que je me retourne un petit peu pour la ligne. Est-ce que les doués ont vraiment besoin que le système éducatif leur accorde une attention spéciale? Ma fausse réponse de recherche. Mon parcours, je vais retourner ça un peu pour pouvoir regarder une fois de temps à autre plus subtilement et que vous m'entendiez quand même. Donc, voilà, j'ai décroché après avoir eu un primaire, quand même, primaire, ça commençait, secondaire, quand même turbulent, des conflits avec des enseignants, surtout une certaine prof de français. Donc, comprenez qu'ayant publié quelques romans, c'était ma matière forte, donc plus exigeant. Ça crée des frictions un petit peu quand on corrige la prof un peu trop souvent. Euh, heureusement, la directrice a dit qu'elle n'investirait pas la DPJ, que je n'avais pas l'âge légal pour quitter l'école. C'est bien. Bon, j'ai fini le secondaire 4 et 5 aux adultes en quelques mois. Commencé le cégep, fini plus rapidement aussi. Fait sciences humaines au cégep plus rapidement. J'avais commencé l'université en philo dans 2 universités pour faire plus de cours, merger ça éventuellement. Je me suis réorienté, j'ai dû refaire des cours de secondaire pour faire un cégep en sciences naturelles, pour aller en médecine. J'ai fait mon doctorat, j'ai fait ma résidence en médecine, commencé ma résidence en médecine familiale avant de me réorienter en éducation, où je suis maintenant. Donc, tout ça servait à dire peut-être qu'au niveau des matières scolaires, les doués n'ont pas besoin d'attention particulière, mais il y a quand même autre chose qui peut s'apprendre à l'école, comme par exemple l'orientation scolaire et professionnelle, puis il peut y avoir certains besoins particuliers sur ce plan-là. C'est mon hypothèse. Ce qui mène à la vraie question de recherche. Quelle est l'expérience vécue du développement orientationnel professionnel des multidoués, multi-intéressés, qui est un concept que j'ai forgé, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça se comprend assez bien si vous connaissez multi. On espère que vous connaissez cette racine-là. Donc, une petite histoire de la douance au Québec, après mon histoire personnelle, qui arrive un petit peu après l'histoire collective. Dans les années 1970-1980, il y a eu une première vague d'intérêt pour la douance. Là, je prends vraiment beaucoup mon temps, mais est-ce que vous allez pouvoir me faire un signe à comme 5 puis 10? Parfait. Donc, conscientisation, recherche dans ces années-là. Il y a un premier avis du ministère de l'Éducation du Québec en 1985 qui a été publié. Les élèves doués talentueux à l'école, état et développement. Encore un petit peu tourné. Ensuite, les syndicats dont j'ai parlé tout à l'heure qui reviennent dans le portrait 2 ans plus tard, en 1987, avec la publication de 2 documents. Un rapport qui s'appelle La douance, un produit social, où on dit que la douance est produite par l'éducation, et l'essai L'école de son rang, où on dit que c'est une inégalité génétique. Donc déjà, une belle autocontradiction entre ces 2 documents publiés la même année par la même organisation syndicale enseignante. Ensuite, ça a quand même convaincu les gens, il faut croire. Donc, sur le terrain, il y a eu un essoufflement de l'intérêt pour la douance du côté scolaire. Puis bon, la recherche a suivi parce que s'il n'y a plus d'intérêt du milieu scolaire, ça remonte jusqu'à l'université. Heureusement, grâce à Marianne Bélanger, cette charmante femme, neuropsychologue québécoise,
Il y a eu un regain d'intérêt dans les années 2010, donc surtout dans des professionnels. Parfait. Et tout ce qui a mené à la formulation d'un avis ministériel en 2020, agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. Un petit extrait que je vais vous lire. La réponse aux besoins de ces élèves constitue une préoccupation du ministère et du réseau scolaire depuis de nombreuses années. Un document au sujet de la douance a d'ailleurs été diffusé en 1985. Mais il y a quand même eu 35 ans entre 1985 et 2020 où il ne s'est à peu près rien passé pour la douance, mais on va laisser le ministère se flatter un peu. Bon, c'est correct. Les besoins spécifiques qui sont reconnus à la douance dans ce document-là sont la rapidité, l'approfondissement, les défis, des situations complexes et signifiantes, la reconnaissance et la valorisation, l'équilibre et l'accompagnement. Si les besoins ne sont pas satisfaits, ça peut mener à, en fait, l'ennui scolaire qui en découle peut mener à une hausse de l'anxiété et de la dépression, des troubles comportementaux externalisés, bon, hyperactivité, irritabilité, non-respect des règles de classe, c'est moi, confrontation des pairs et enseignants. Tout ça peut mener à la sous-performance, voire au décrochage scolaire, quand les doués se disent qu'ils peuvent trouver à l'extérieur de l'école plus d'opportunités d'actualiser leur potentialité, ce qui ne fonctionnera pas toujours, mais bon, ils peuvent en venir à croire que ça va être le cas. Quelques innovations récentes dans le système scolaire québécois pour les doués. Donc, il y a un budget annuel de 9,1 millions protégé et indexable, qui va de 2021 à 2024. On espère que ça va être reconduit après, voire élevé. Il y a eu la création de 2 programmes de douance au Centre de services scolaires, CSS, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, Marguerite Bourgeois. Puis ensuite, on va passer plus rapidement, mais en gros, différents programmes scolaires pour les doués et le programme d'accélération au niveau primaire et secondaire privé. Mais dans la douance, qu'est-ce que c'est? On en parle depuis tantôt, mais j'espère que vous connaissiez le mot. Mais si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est, même en connaissant le mot, on va le définir un peu. Donc, il n'y a pas de consensus sur les définitions, donc ça va être une définition partielle. Et la première qui a été énoncée concernait la douance, qu'on pourrait dire cognitive, qui était ancrée dans la notion de QI, division de l'âge mental par l'âge chronologique, puis créée de manière normative dans le contexte de la psychiatrisation des conditions mentales, disons ça comme ça. Donc, ça a été créé, théorisé par opposition à la déficience intellectuelle, qui était de 2 écarts types sous la moyenne, donc 70, puis l'autre 130 de QI, placé sur la courbe normale que vous voyez ici, que vous avez déjà dû voir, donc je ne l'expliquerai pas. Maintenant, un sondage fait par François Gagné, qui était un chercheur en psychologie de l'UQAM, qui est un grand théoricien de la douance au Québec, montrait que du côté des praticiens, il y avait quand même des proportions assez variables d'identification des doués, allant de moins de 1% à plus de 99%. Donc, aussi bien dire presque tous les pourcentages possibles. Comme dirait un certain chef porte-parole de parti politique, il faudrait qu'on se parle pour s'entendre sur une définition. Que si on a si peu de consensus, c'est pas pratique pour agir après. Donc, un petit tour d'horizon de l'évolution des définitions. La première école de pensée par rapport à la douance, on peut souvent dire essentialiste. Donc, on pensait que la douance était fixe dans le temps, plus une donnée génétique qu'autre chose. Plus à la fin du 19e siècle, début du 20e, avec un certain Galton, père de l'eugénisme, que vous connaissez, en tout cas le mot peut-être que vous connaissez. Ensuite, le courant développementaliste dans les années 1950 parlait plus de la douance comme étant le résultat d'un développement avec la théorie de Renzulli des 3 anneaux que Marianne Bélanger utilise beaucoup. Ensuite, théorie contextualiste, années 1980-90, on disait que la douance était plus le résultat de processus sociaux avec une grande composante due au hasard. Et depuis les années 2000, on parle plus de systémisme, donc la douance serait le résultat de l'interaction personne-environnement. Pourquoi la douance? Pourquoi s'y intéresser? Pourquoi théoriser ça? Parce qu'en tant que tel, on pourrait ne pas le théoriser, ne pas en parler. Ce n'est pas une condition au même titre que la schizophrénie ou la bipolarité ou autre chose du genre. Ce n'est pas au DSM d'ailleurs. Parce que depuis la révolution industrielle, la cognition est importante pour mener au progrès, pour trouver des solutions aux problèmes.
Parce qu'à notre époque, il y a des problèmes complexes, oui, qui demandent des solutions complexes. Donc, voilà, j'ai pointé quelques problèmes. La crise climatique, ce cher Vlad et Kim Jong-un. Parce que les solutions complexes vont d'abord apparaître dans des cerveaux avant de se répandre, se propager. Bon, quand il y a plusieurs cerveaux qui sont pas pires, c'est encore mieux que ça se relance, puis ça accélère la découverte de solutions. Mais bon, ça part quand même de cerveaux individuels. D'où l'importance d'investir pour actualiser les potentialités cérébrales, comme celle de cette jeune fille déterminée à changer le monde. Et donc, ça donne un dernier volet. En fait, ça peut donner beaucoup, pas seulement aux doués, mais aussi aux autres. Ça peut mener à créer des ponts interdisciplinaires quand il y a des douances de plusieurs domaines aussi. Puis, voir créer de nouveaux champs disciplinaires, carrément. C'est mon espoir. Bon, on peut imaginer que les gens qui ont créé des champs disciplinaires étaient aussi doués, même si l'identification est plutôt récente. Toujours intéressant de faire rétrospectivement du diagnostic, mais ça a la valeur que ça a. Voilà une petite image pour montrer peut-être que la théorie du tout entre la physique quantique et la relativité générale se retrouver par un multidoué. Ce n'est pas ma prétention. On revient à la fausse question de recherche. Donc, est-ce que les doués ont besoin d'une attention spéciale? Fausse réponse pour revenir un petit peu à moi-même. Je suis un petit peu narcissique. Donc, peut-être pas, mais ça contribuerait peut-être à les rendre plus utiles pour tout le monde. Donc, ce qui est trouvé, c'est qu'habituellement, les doués vont pouvoir s'adapter, mais peut-être au détriment de l'exploitation de leurs capacités. Donc, peut-être que si on leur offrait plus de support, on pourrait les rendre plus utiles pour tous. C'est l'image d'un ancien décrocheur heureux de devenir chercheur en éducation. Puis, pour revenir à la vraie question de recherche, quelle expérience vécue du développement orientationnel professionnel des multidoués, multi-intéressés? Je dis votre présentateur, bon, il n'y a pas encore d'identification pour tous les types de douances considérées. Là. Il y en a juste une officielle, la douance cognitive. Pour le reste, c'est un peu de l'auto-attribution. La réponse, je n'ai pas. Je commence tout juste mon doctorat cet automne, c'est septembre. Donc, à voir, mais la méthode que je vais utiliser pour y arriver, je vais actualiser un instrument de dépistage de différents types de douances. Dans la théorie de Gagné, il y en a 6. Ensuite, l'instrument par la nomination, par les pairs, l'enseignant lui-même et son enseignante. À partir de ça, je vais repérer des probables multidoués. Non, attends, je vous présente l'instrument avant. Donc, voilà, c'est les gens qui indiquent les premières, deuxième, troisième personnes qu'ils considèrent les plus capables de faire les activités. Ils indiquent leurs intérêts. À partir de ça, je vais trouver des probables multidoués, multi-intéressés que je vais interroger sur leur processus d'orientation professionnelle. Et ça va être au primaire, parce qu'on a trouvé que les doués souvent ont commencé leur réflexion professionnelle plus tôt que les autres. Donc, dernier cycle du primaire. Puis, j'ai mis un code QR vers mes 3 premiers chapitres et mes références, si jamais ça vous intéresse. Je vais le laisser là un petit peu. Je pense qu'il y a une période de questions après. Ou, OK. Ben, c'était pas mal, ça. J'avais ma dernière diapo. Si jamais quelqu'un me pose une certaine question, mais je vais... Donc, ici, la police moderne, en fait, si vous avez compris, c'est aussi la curiosité, donc on va la mettre à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on fait une discussion entre la présentation et le public. Donc, vous pouvez venir à ma place, poser une question après les livres. Je suis sûr que tu aurais mieux en parler encore longtemps. Malheureusement, c'est la vulgarisation, on coupe, on regarde ça, puncher, ça intéresse. Donc, c'est à votre tour de prendre la parole. Ça me reste au micro. Puis, s'il te plaît, vous pouvez répéter les questions pour qu'on les entende pour les personnes en ligne. Salut. Super belle présentation. Dans le fond, je me posais la question juste quand tu parles de multidoué, tu veux dire est-ce que tu veux dire en fait les personnes qui ont plus d'un type de douance? OK. La question était, quand je parle de multidoués, est-ce que je parle de gens qui ont plusieurs types de douance? Oui, effectivement, c'est ça. C'est sûr que ça va dépendre de la théorie qu'on adopte. Même pour certains, les doués ont à la base polymorphes, donc on serait doué dans tous les domaines.
on tend à s'éloigner de cette idée-là pour vraiment caractériser les douances par domaine. Donc, par exemple, on peut imaginer plus de liens entre la créativité puis le côté cognitif, mais le côté sportif et cognitif, un peu moins. Donc, je vais tendre à aller vers des gens qui sont doués dans des domaines plus éloignés comme ça. Donc, effectivement, quelqu'un qui serait un bon sportif et bon à l'école, ce serait un multidoué. De rien. Allô? En fond, juste pour mettre un peu de contexte, moi, je suis en psychologie, mais dans le domaine de l'éducation, en psychologie et l'éducation. Puis, j'ai été un peu surprise par le fait, justement, que ton réponse à ta question de recherche, ça ne peut-être pas que tu aies besoin de, justement, de adaptation au niveau du parcours scolaire, parce que, justement, par exemple, si on prend ton exemple, tu avais dit avoir décroché, si on voit dans les études, c'est justement que c'est vraiment difficile pour les élèves qui sont doués, ils ont justement identifié des checkpoints, comme je t'avais dit, et je comprends pas trop pourquoi il y aurait peut-être pas besoin d'adaptation scolaire. OK. Donc, la question était est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils ont vraiment pas tant besoin de services particuliers? Parce qu'on entend dire que les doués sont quand même ont beaucoup de symptômes liés à leur douance au contexte scolaire. En fait, on trouve que ce serait à peu près les mêmes pourcentages de symptômes psychiatriques, de difficultés, il y a un 10 à 20 donc, ce serait plutôt un autre mythe que j'aurais déconstruit aujourd'hui. J'en aurais déconstruit plusieurs. Mais le problème, c'est que ce serait vraiment plus qu'ils réussiraient à s'adapter, mais que ça ferait qu'ils exploiteraient beaucoup moins leur potentialité, donc plus de pertes pour eux et pour les autres. Mais en tant que tel, leur intelligence ferait qu'ils seraient capables de s'en tirer quand même. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré, même si justement, je pense que si j'étais arrivé au docteur en éducation une dizaine d'années plus tôt, ça aurait pu, disons, accélérer mon parcours. Là. OK. Tu me corrigeras si je me trompe, mais de ce que je comprends, on est rendu dans un cadre d'analyse où il y aurait comme maintenant une considération où les gens qui sont doués auraient une composante génétique ou génétiquement il y a quelque chose, puis il y aurait quelque chose de l'environnement qui ferait en sorte que ça développerait la douance. On n'a pas grand-chose sur la douance, mais on a-tu quelque chose de la recherche qui peut l'aide au développement de la douance chez les enfants qui montrer un potentiel de douance? Je trouve ça Oui, ça avait du sens. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse. Je vais répéter la question pour commencer, le temps d'y penser. Donc, la question était, on semble savoir maintenant qu'il y a une composante génétique, une composante environnementale à la douance. Peut-être qu'on ne connaît pas encore beaucoup le côté génétique. Est-ce que le côté environnemental est plus caractérisé, si j'ai bien compris, si on a plus de données à ce sujet-là? Ça semble être les bonnes vieilles réponses d'un milieu plus stimulant en jeune âge et finit par être mieux pour le développement des capacités. Donc, statut socio-économique plus élevé, etc. Ouais. Merci, Frédéric. Okay. Enchaîner avec la deuxième présentation, donc les deux Charles, dont le nom de famille rime ensemble. On va commencer avec Charles Morin, qui est étudiant en doctorat en biologie à l'Institut national de recherche scientifique, donc l'acronyme c'est l'INRS. Merci Dieu, j'ai réussi à le prononcer comme il faut pour une fois. Et il a aussi eu la chance de rencontrer, j'ai aussi eu la chance de rencontrer à l'événement Comme ça compte, pour ceux qui connaissent, qui est un événement rassemblement de formation en vulgarisation scientifique. Et ses travaux de recherche ils portent sur les comportements sociaux des bactéries. Et justement, ils nous en parlent ce soir avec une présentation qui s'intitule Les bactéries, pas si bêtes que ça. Je vais essayer de parler dedans parce que généralement, j'oublie de parler dans le micro, mais je pense que je vais bouger pas mal, ça va être plus facile d'avoir dans la main comme ça. Bonjour, bonsoir tout le monde en fait. Mon nom c'est Charles, comme je l'ai mentionné, je suis au doctorat en microbiologie à l'INRS et
En fait, dans le cadre de la présentation, je vais espérer vous démontrer, en fait, vous convaincre que les bactéries ne sont pas si bêtes que ça. En fait, elles sont des êtres très complexes. Puis, en fait, j'adore les étudier en tant que tel. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez suivi peut-être des cours de base en biologie, peut-être vous pouvez lever la main si vous avez suivi des cours de biologie, peut-être soit secondaire, ok, pas mal. Vous allez sûrement reconnaître des éléments que je vais discuter, peut-être que même que vous allez en savoir plus que je vais présenter en tant que tel. Tout d'abord, c'est quoi une bactérie? En vrai, en tant que tel, c'est vraiment un tout petit être vivant. Et on peut le voir à l'image ici. Ça ressemble en fait à des petites pochettes vivantes. C'est une description qui, même en biologie, est souvent utilisée de façon un petit peu simpliste. En tant que tel, ça ressemble à des, aussi caractérisées comme des petites usines, des petites... en fait, vraiment juste petites pochettes vivantes, c'est vraiment la meilleure façon de les décrire. Des petits organismes qui font vraiment juste gigoter dans l'environnement, puis ils mangent, puis ils sont heureux, puis ils vivent leur vie, ils vivent super en tant que tel. Pas besoin de stress, pas besoin de penser à la défense de pèse et tout ça. Donc, et en tant que tel, c'est là ici, pour l'image, c'est des tout petits bâtonnets, mais il y a plusieurs formes que les bactéries peuvent adopter. Ça va vraiment dépendre de l'espèce bactérienne qu'on étudie. Et personnellement, j'aime beaucoup les représenter par des petits cartoons comme ça, parce qu'au moins, ça leur donne un petit air plus sympathique que juste regarder des petits genres de petits verres sur un écran. Les bactéries sont vraiment très petites, puis vraiment juste pour donner une ordre de grandeur en tant que telle. Si on considère que celle-ci représente un cheveu humain de taille moyenne d'environ 1/10 de millimètre de largeur, en proportion, la bactérie serait environ le tout petit point qu'on voit à l'écran ici. Donc, la taille, la longueur moyenne d'une bactérie, c'est environ 1/500e de millimètre. Donc, c'est vraiment extrêmement petit. Et évidemment, pour les observer, il faut utiliser des appareils, des microscopes, parce que sinon, on ferait juste regarder un tas gluant sur une gélose, puis on ne peut pas vraiment les distinguer de façon unique. Mais malgré leur petite taille, les bactéries sont vraiment partout. Ils ont vraiment réussi à dominer toutes les sphères de la planète en tant que telle. On les trouve autant dans les eaux que dans les sols, et aussi retrouvés même dans les nuages. Donc, il y a des bactéries qui sont capables de survivre en fait des cycles de vie dans les nuages pour se répandre un peu partout sur la planète. Et en fait, aussi, les bactéries peuvent s'associer aux êtres vivants, donc peuvent s'associer aux plantes et aussi à nous. On sait surtout dans le cas d'une infection, on va parler beaucoup d'infections bactériennes. Dans ce cas-là, on est au courant que les bactéries peuvent interagir avec nous, mais il y a aussi beaucoup de bactéries qui ont un effet positif sur notre santé. Et en tant que tel, c'est indépendant aussi de leur petite taille. Et malgré leur petite taille, encore plus qu'elles ont un gros impact sur la planète en continu. Ah oui. En fait, dans le cadre de la présentation, je vais vraiment essayer de vous prouver ou vous démontrer que les bactéries ne sont pas simples, en fait. Généralement, on associe que c'est des tout petits organismes, ils vivent leur vie et qui sont en fait, sont plus simples que nous, mais elles ne sont pas simples de façon générale en tant que telle. Les bactéries, ce sont des êtres sociaux. Ils sont capables d'adopter des comportements extrêmement complexes et de vivre en communauté, un peu comme on le fait nous. Et en tant que tel, les bactéries peuvent communiquer entre elles, peuvent se coordonner ensemble pour envahir un milieu, envahir une personne ou causer des infections. Et aussi sont capables de se fortifier, donc s'attacher à un endroit, créer une communauté très forte et aussi s'épanouir en se protégeant des attaques, des éléments adverses dans l'environnement. Donc, c'est ça. Les bactéries, je l'ai montré sur l'image, en tant que telles, ce sont des petits bâtonnets. On peut se demander comment elles arrivent à communiquer si elles n'ont pas d'oreilles, elles n'ont pas d'yeux, elles n'ont pas de bouche. Et en tant que telles, la façon que ces petits organismes-là, dans le fond, ici, je leur donne des yeux et une bouche, mais en tant que telles, ils n'en ont pas. Et c'est ça. La façon que les micro-organismes arrivent à communiquer comme ça, c'est par l'utilisation de signaux chimiques. Et donc, dans l'environnement, ils vont libérer une panoplie de différents types de particules chimiques. Et ces particules-là vont être capables de se disperser autour d'elles. Et on peut imaginer que ça fonctionne un peu comme une odeur. Un peu comme une odeur. Évidemment, il y a plusieurs types de signaux qui sont produits. Il y a des signaux qui vont être associés à des facteurs de stress ou à des facteurs de bien-être. Et on peut imaginer que ça représente un peu des mauvaises odeurs
ou une bonne odeur de façon restrictive. Et en même temps, si on sent une mauvaise odeur, on va avoir le réflexe de s'éloigner d'une source de stress comme ça. Donc, les bactéries ont plusieurs de ces signaux qui vont moduler ensemble leur comportement. Et en tant que tel, dans un environnement complexe, avec plusieurs types de bactéries différentes, c'est vraiment des échanges de signaux qui vont vraiment former un réseau de communication très complexe qui va mener à une coordination de leur mode de vie. Et donc, une des représentations les plus connues, si on veut, de la coordination des bactéries, c'est vraiment dans le cadre d'une infection. Et donc, on peut toujours se poser la question comment une toute petite vague comme ça arrive à nous infecter. Et bien, c'est parce qu'elles arrivent à coordonner leur attaque et de maximiser leur impact sur nous par leur grand nombre d'individus. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont compter sur leur nombre pour nous attaquer en force. Et ça fait en sorte que lorsque la population bactérienne grandit et atteint un point critique, il y a une accumulation de signal, on peut dire un genre de signal d'attaque qui va en fait s'accumuler autour de la communauté bactérienne. Et c'est ce signal-là qui va déclencher l'attaque. Ça va faire en sorte que les bactéries vont commencer à produire des toxines, vont causer des dégâts sur notre corps en tant que tel. Et ça va débuter l'infection. Et par exemple, moi, dans le cadre de mon doctorat, j'étudie deux types de comportements sociaux. Les communautés qu'on peut appeler fortifiées et aussi la migration de groupe. Dans le cadre, par exemple, d'une communauté fortifiée, c'est vraiment, ça se démarre quand les bactéries s'attachent à une surface de façon assez stable. Et elles vont commencer à produire une sorte de substance très gluante qui agit comme une sorte de mortier. Et un peu comme on assemble des briques avec un mortier, les bactéries vont s'assembler ensemble comme ça. Et ça va être très solide. Et ça leur permet de résister à plusieurs attaques, par exemple des prédateurs ou notre système immunitaire. Et aussi des traitements antibiotiques, par exemple. Et aussi, j'étudie la migration de groupe. Donc, les bactéries, c'est très petit. Et, par exemple, j'ai la vidéo, j'espère qu'elle va partir. Les bactéries sont capables de se coordonner ensemble pour coloniser des surfaces et se déplacer sur des distances qui sont extrêmement grandes pour des tout petits bébites comme ça. Et, par exemple, une gélose de 10 cm de long qui peut être colonisée en une vingtaine d'heures. Et en fait, les bactéries vont vraiment coordonner leurs mouvements ensemble par l'utilisation de signaux. Et par exemple, la forme ici qui est vue à l'écran est déterminée par des signaux qui se diffusent entre les branches. Et c'est pas mal ça. J'espère que je vous ai convaincu que c'est des bactéries. Les bactéries, en fait, sont vraiment complexes et sont capables de se coordonner ensemble, vivre ensemble dans la communauté. Et c'est avantageux pour nous des fois, et c'est aussi détrimental aussi pour nous des fois. Merci beaucoup. Sans récit en ce moment, je pense que tu as constaté la même chose. Mais donc, merci pour Charles sur ces bactéries. Salut. Bonjour. Moi, je me demandais si tu pouvais nous parler un peu plus de ce que tu as parlé du fait que les bactéries sont des êtres complexes dans le social. Mais si tu pouvais nous expliquer un peu plus de leur complexité quand elles ont des mutations. Je sais qu'il y a des bactéries qui s'échangent des bouts d'ADN et tout pour muter et tout. J'aimerais bien que tu nous expliques. Ah oui, pas de problème. Dans le fond, question concernant un peu de l'évolution des bactéries, comment elles s'adaptent, comment elles échangent de l'information surtout génétique entre elles. D'abord, une population bactérienne contient beaucoup d'individus, généralement plusieurs milliards d'individus assez impactés ensemble. Et il y a plusieurs en fait, de leurs caractéristiques qui sont encodées dans un génome, dans l'ADN. Et il y a plusieurs mécanismes que les bactéries peuvent utiliser pour transférer certains morceaux d'ADN ici et les diffuser à tout le monde. Qu'est-ce qui va rester
aux membres de la population autour, c'est surtout est-ce que ces morceaux d'ADN-là contiennent des éléments importants pour la survie. Donc, si, par exemple, on parle de vouloir traiter une maladie avec un antibiotique X et qu'une bactérie contient un gène de résistance, une partie d'ADN qui lui donne la résistance à l'antibiotique. Si jamais elle est capable de le transférer, des fois, ça peut être des transferts assez extrêmes, juste la bactérie meurt et son ADN se diffuse dans l'environnement et certaines bactéries vont être capables de l'absorber et de l'ajouter à son ADN, à leur propre ADN. Des fois, c'est des transferts un peu plus directs. C'est un petit mating, donc c'est carrément une pénétration de comme bactérie. Et il y a un transfert plus direct qui se fait comme ça, par l'astronomie d'Atlantis. Et ce qui est super important pour savoir si, savoir l'impact que ça a sur la communauté, c'est vraiment si les éléments qui sont transférés qui vont faire un avantage qui va être retenu par l'individu de recevoir. J'espère que ça répond à ta question. Oui, je ne sais pas si ça va tourner en arrière avec la petite vidéo. La vidéo? Oui. J'aurais écrit que les signaux interbactériens, on va dire ça comme ça, auraient servi à coordonner, à rassembler les bactéries, mais s'ils sont entre les branches, comme si ça va éviter que les bactéries se rapprochent trop. Oui, il y a certains signaux qui vont faire en sorte que si, mettons, imagine que les bactéries veulent quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment quelque chose, ça donne que en se déplaçant, ils vont vouloir recouvrir une zone assez large, assez maximale. Et en tant que tel, laisser des espaces entre les bras, ça permet aussi d'accélérer, ça permet de mettre l'accent sur un avancement dans une direction sans aller trop de l'autre. Et aussi, en tant que tel, on peut imaginer que si tu veux avoir si ce bras-là ici veut avoir des ressources, il ne voudra pas s'approcher d'une partie qui a déjà été colonisée. Et donc, on va vouloir aller dans une direction où est-ce que c'est déjà l'espace n'est pas colonisé encore. Ce n'est pas encore tout à fait connu tous les signaux qui interagissent avec ça. Par exemple, ceux qui forment les bras ici, on les connaît, mais il y a plusieurs autres signaux qu'on leur remarque en laboratoire qui favorisent une dispersion puis qui peut permettre de changer la forme des bactéries. Même juste une seule espèce bactérienne peut adopter en laboratoire, justement pour. Je ne peux pas vraiment dire maximiser puisqu'il y a des bactéries, je sais pas, ils font vraiment juste vivre tout bêtement dans leur environnement, mais en tant que tel, voilà, on peut dire que c'est une forme de maximisation de population qui est apparue un peu complètement aléatoire de façon évolutive. Merci, Charles. Ah, merci. Quand même pas oublié, hein, c'est ça. Deux micros, un pour ici, un pour les gens à la maison. On a combien de personnes, Jérémy, en ce moment en ligne? Personne! On enregistre pour les gens plus tard. On a des vidéos sur YouTube, ils ont des centaines de vues, donc on pense au futur. Pas comme les bactéries qui vivent vraiment dans le présent. Pour l'instant, on va y aller pour une petite pause. Je vois les gens se lever à escalader de quoi, là, faites-le sans stress, sans vouloir attirer l'attention. On se donne un petit 10 minutes, puis on revient pour la dernière présentation avec Charles-Antoine Poulain. Et ensuite, un petit quiz avec des prix à gagner. Donc, on vous invite à être attentifs, encore une fois, attentifs aux présentations, parce que les questions quiz viennent des présentations. Donc, on se revoit dans 10 minutes. À plus tard. Avec une force et une initiative incommensurable. En fait, pour le décrire, il a une maîtrise en architecture, mais également une maîtrise en ingénierie à l'Université de Concordia, la première étant à Montréal, l'Université de Montréal. En ce moment, il travaille comme auxiliaire de recherche à l'Université de Montréal et j'ai eu l'occasion de constater toute sa curiosité
à l'occasion d'une conversation autour d'une piscine il y a à peu près un mois. Donc, je peux vraiment vous présenter avec toutes ces qualités. C'est davantage plaisant que s'en tenir à une présentation de CV. Et aujourd'hui, il nous parle d'une présentation intitulée « Démolir pour mieux reconstruire, solution viable ou choix insensé ». À toi la parole. Merci, Alexis. Ça me donne de tension, pas de pression. Merci, je peux l'apprécier. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yes, ça va, le jour du mois en commençant, c'est excellent. Fait que je vais commencer. Moi, je suis l'autre Charles. Puis ce soir, on va regarder le mythe en architecture qui est vraiment important. C'est si on démolit pour mieux reconstruire, est-ce que c'est une option qui est intéressante ou c'est un choix qui est insensé? Puis entre vous et moi, c'est clairement pas un choix sensé. Mise en contexte, vous êtes maire ou mairesse d'une municipalité, d'une ville, à quelque part au Québec, vous avez indéniablement des bâtiments qui sont en train de vieillir. Qu'est-ce que vous faites? Vous les entretenez, vous les utilisez, jusqu'à un point où on doit absolument les rénover. Et ces montants-là, des fois, pour des bâtiments, par exemple, comme cette école qui se trouve à Saint-Damien-de-Buckland, au sud de la ville de Québec, nécessite environ 30 millions pour la rénover. En tant que maire, vous êtes c'est un petit peu cher. Alors, est-ce qu'on pourrait réparer l'école sans payer 30 millions? Il s'avère que oui, il y a une bonne solution. Vous garochez le bâtiment à terre, vous en faites un flambant neuf, tada! Pour le coût de 20 millions, vous en sauvez 10, vous êtes gagnant-gagnant. Est-ce que vous aimez l'école? Yes, c'est fun. J'ai des oui, j'ai des non, j'ai des je ne suis pas sûr. Mais voyez-vous, même si ce modèle-là est le modèle de nouvelle génération d'écoles, qui est dans le programme lancé par le gouvernement depuis l'hiver 2020, veulent mettre des milieux de qualité dans l'enseignement, le problème reste le même. C'est que vous voulez démolir une école pour reconstruire une école. Exactement la même chose. Et voici, c'est un peu aberrant, voyez-vous. Vous voulez habiller Pierre pour déshabiller Jacques. Ça ne marche pas. Le problème n'est pas réglé, il est transféré ailleurs. Donc, si vous me dites qu'on veut démolir des bâtiments existants et on va faire une construction qui est dite éco-responsable, on enlève le problème, ou du moins, on enlève une partie du problème sur l'environnement. Ben, vous y contribuez également, et on va regarder deux aspects ce soir. Le premier, c'est notamment l'aspect sur l'impact écologique, lié à la démolition et aussi à la construction de nouveaux bâtiments, mais également d'un point de vue de responsabilité collective et patrimoniale. Donc, regardez l'enjeu plus sur l'historique des bâtiments, ce qui fait un peu vos milieux et vos villes. Et de dire que de remplacer par quelque chose qui est techniquement plus performant va nous sauver, c'est limite une farce. Donc, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Donc, commence. Impact écologique, on va traiter sur deux points, l'énergie intrinsèque, mais également sur la pollution atmosphérique. Bon, énergie intrinsèque, on appelle ça aussi énergie grise. Parfois, dans des rares revues, on dit énergie invisible, ou ça a quasiment l'air spooky. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est de l'énergie que vous utilisez à chaque étape de votre cycle de vie quand vous manufacturez un produit. Par exemple, on veut se faire une poudre de bois. Bien, premièrement, il faut extraire le bois. Vous allez le couper en forêt. Vous allez le transporter jusqu'à une usine. Vous allez le manufacturer pour le scier, le couper, le raboter. Faites ce que vous voulez avec. Vous le transportez une deuxième fois vers un chantier où vous l'assemblez avec des grues. Ça ne marche pas avec l'eau, ni l'air, ni la bonne pensée, ni la bonne volonté. Donc, il y a de l'énergie qui est appliquée partout, à chaque étape, jusqu'à la fin de la durée de vie de votre produit où on dit on a deux choix. Soit c'est brisé, on ne peut rien faire, on le démolit, on le donne à la poubelle, ou on essaie de le réemployer dans autre chose. Voyez-vous, dans ces moments-là, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie, mais à travers cette énergie-là, il y a aussi une notion, on parle de carbone incorporé, c'est beaucoup plus joli en anglais, on dit embodied carbon. C'est un peu une sorte d'équivalence de CO2 que vous produisez à chaque étape. Donc, ce que vous avez, comme mon micro, le petit pointeur ici, ça nécessite des ressources et du transport d'énergie pour les manufacturer. Mais ça recommence à quoi pour les bâtiments? Donc, vous avez une liste ici de matériaux en général. Vous avez du MDF, vous avez du plastique, du PVC, vous avez de l'aluminium, vous avez du cuivre, qui ont toute une quantité d'énergie intrinsèque qui sont calculées. Bon, c'est 2011, ça peut quand même évoluer aussi, les techniques de production avec. Et on se dit, bon, vous avez de l'énergie qui est consommée pour produire 1 kg de matériel. Bon, donc regardons un exemple, prenons de l'aluminium, parce que c'est le chiffre que vous avez du tableau, ça peut devenir intéressant. Bon, l'aluminium, vous en faites 1 kg, ça vous prend 170 mégajoules pour le produire. Personnellement, les mégajoules, c'est bien bon, mais ça ne dit absolument rien. Fait convertissons-le. 1 mégajoule, c'est 0,28 kWh. Donc, pour le cas de l'aluminium, pour en faire qu'un kilogramme, vous avez besoin de 46,6 kWh. Ça équivaut à quoi? Grosso modo, c'est un peu plus d'énergie qui est nécessaire pour recharger 3 voitures électriques pendant 2 heures sur une borne à Montréal.
Ça, c'est pour 1 kg d'aluminium. Ça, c'est juste pour l'aluminium. Si vous faites du plastique qui est à 90, du PVC à 80, du cuivre à 100, voyez-vous, la facture énergétique de votre bâtiment ou de vos produits monte quand même très rapidement. Mais ça, quand on le regarde, ça ne paraît pas. C'est ce qu'on dit qui est caché ou intrinsèque au matériel. Mais en plus de produire, en plus de consommer une quantité incroyable d'énergie en commençant, il y a aussi l'impact de la pollution. Parce que vous voyez, la construction, c'est responsable pour quand même 11% des gaz à effet de serre à travers le monde. Ça, c'est des données de 2019 quand même. Et c'est quand même pas si en retard que ça. Puis quand vous construisez un bâtiment, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, intéressant, non, c'est une conséquence directe, vous avez beaucoup de CO2 qui est émis directement, de la collecte des données à la collecte des ressources jusqu'à la construction. Puis on dit qu'en moyenne, un bâtiment va produire jusqu'à peut-être 70 de son CO2 dans son cycle de vie jusqu'à la construction. Fait que quand vous prenez votre bâtiment au jour 0, vous avez 70 de CO2 de tout son cycle de vie qui vient de passer. Fait que quand vous le démolissez, votre facture de carbone commence à 70 de ce bâtiment-là, qui sont en kilogrammes ou en tonnes de CO2 équivalent. Donc, vous commencez avec ce montant-là, que vous démolissez, vous produisez du CO2, vous construisez, vous produisez du CO2. Voyez-vous, la facture, ce n'est pas si rentable que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne démolit pas? Bien, il y a une option, quand même facile. On convertit des bâtiments. Et là, on va traiter le point numéro 2, c'est ça, on se responsabilise sur notre patrimoine, donc sur notre milieu bâti, donc nos bâtiments existants. Et on va regarder 2 bâtiments. Premièrement, le Petit IT, qui est une ancienne manufacturière à Montréal, qui a été convertie en bâtiment résidentiel en 2018. Voyez-vous, on ne l'a pas démoli, on l'a repris, on l'a converti. Donc, on a une intervention qui est minimale en termes d'économie d'énergie, en termes de pollution atmosphérique, mais aussi en termes de revenus de bâti urbain. Mettons. On reconvertit, on le transforme, ça fonctionne, c'est nickel. Maintenant, on va voir un bâtiment où ça a moins bien fonctionné. Maintenant. Vous avez une école primaire, oui, je le sais, je peux le dire ce soir, excusez-moi. Donc, vous avez une école bâtie en 1911 dans l'arrondissement de Ortega-Maisonneuve, qui était techniquement l'école Barry. Un siècle après sa construction, donc en 2011, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de moisissure assez importants. Donc, on a dit, bon, les enfants, la moisissure, habituellement, ça ne fonctionne pas. On va les mettre dans un milieu sécuritaire, on va régler les problèmes. Cependant, lorsqu'on a inspecté les moisissures, on s'est rendu compte que le bâtiment, il a manqué d'amour dans le courant de sa vie, puis qu'il fallait investir sur d'autres problématiques, une enveloppe, l'eau, les performances tomiques, etc. Mettons un petit peu d'amiante, de site, ça nous donne du fait. On s'est dit, bon, la Ville puis la CSDN se sont dit, avant d'intervenir, avant d'agir, on va réfléchir. So far, so good. Ça a pris 5-6 ans pour réfléchir, et ces 5-6 années-là, le bâtiment a été abandonné. L'air d'un ancien asile, on ne fait absolument rien avec, et pendant 6 ans, il s'est endommagé, au point où on ne pouvait plus rien faire avec le bâtiment, sauf le démolir. Mais on ne démolit pas tout non plus, quand même, on n'est pas fou. On regarde juste une petite partie, et on regarde ces murs-là. Vous avez vu, c'est intéressant, ça, de tout ce qui reste, c'est juste ça qui reste en avant. Puis on se dit, en plus, on va le mettre en valeur. On met ça sur la rue. Mais ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle du fatalisme. C'est une pratique, je vous dirais, qui a commencé dans les années 70 et qui a été critiquée depuis les années 70. Parce que, voyez-vous, vous ne mettez ni en valeur un bâtiment, ni l'ancien, ni le présent. Qu'est-ce que c'est du fatalisme, en fait? Quand j'en parle, je suis exactement comme ça, justement. Si vous dites, OK, on va garder une partie de façade, 1 ou 2 façades selon les bâtiments, puis le bâtiment derrière n'a absolument rien à voir avec votre ancien bâtiment. Fait que voyez-vous, ce principe-là de fatalisme, c'est comme les bâtiments. On dit, on démolit une école pour refaire une école. Ben non, pourquoi? On démolit une école en commençant. Pourquoi refaire 2 fois la même chose? On se dit, ben moi, je vais préserver la valeur historique de mon bâtiment, mais sans le bâtiment. Ben, non, au contraire. Si tu penses que c'est le make-up qui fait la valeur de ton bâtiment, je suis trompé, il y a une grosse bourre quelque part. Parce que c'est l'extérieur et l'intérieur. Le bâtiment, ce n'est pas juste un assemblage de métaux, de béton, de briques ou de pierres. Je veux dire, c'est plus que des matériaux. C'est des relations. Puis si vous regardez juste comme un lambeau, qui touche ni à droite, ni à gauche, ni derrière, qui n'a pas de fenêtre, pas de porte, puis qu'on voit des petites structures de métal parce que c'est pas tout seul, c'est une façade. C'est comme si je vous enlève votre squelette, votre peau, vous restez debout. Ben non, ça ne marche pas de même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait au final? On a vu démolir pour mieux reconstruire. Finalement, ce n'est pas vraiment une option qui est intéressante. Moi, ce que je propose, ce n'est pas la grande révolution, c'est on va virer prendre à l'envers. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux adapter les bâtiments pour moins démolir? Par adapter, c'est transformer, réutiliser le bâti, puis reconnaître que certains bâtiments ont une valeur aussi. Il faut les préserver.
J'aimerais conclure sur une petite citation qu'un architecte américain a sortie il y a quelques années, puis il est rendu célèbre pour l'avoir mentionné. C'est justement que les bâtiments les plus verts sont ceux qui sont déjà construits. Merci beaucoup. C'est de la parole. Est-ce qu'on va aller? Question. Si vous n'en avez pas, moi, j'en ai une pour moi. Parce que j'y ai pensé à l'avance. Je me suis dit, bon, cher public, vous me dites, parfait, mais là, au moment qu'on parle de bâtiments, puis les démolir sont une option, parfait, mais est-ce qu'il y a des situations où démolir un bâtiment serait une bonne option? Bon, le public me dit cette même question, je ne la répéterai pas 2 fois. Il y a 2 volets à la réponse. Il y a la réponse courte qui est oui, il y a des situations où on peut démolir un bâtiment si c'est jugé pertinent. Par exemple, votre bâtiment est sur le bord de s'écrouler sur des gens, il pourrait tomber sur Sainte-Catherine, puis s'il fait 17 étages, ça pourrait être dangereux. Bon, OK, des enjeux publics, je suis d'accord. La réponse plus complexe, c'est oui, mais votre bâtiment, ça fait 15 ans qu'il est en décrépitude et qu'on n'a pas mis une scène pour l'entretenir. Fait qu'au final, il est rendu dangereux parce qu'on n'a rien fait, dû à notre inaction. Fait que c'est la faute à qui au final? C'est pas la faute du bâtiment quand même. D'un côté, on se dit, mettons qu'il arrive quelque chose. Mettons, par exemple, le bâtiment passe au feu. Ah ben là, on ne peut rien faire, on ne peut plus le préserver. D'accord, voyez-vous, il y a des dommages structurels qui sont importants qui nous font dire qu'on ne peut plus le préserver. La réponse plus complexe, c'est ouais, mais si le bâtiment qui passe au feu, c'est Notre-Dame de Paris ou la basilique Notre-Dame de Montréal, qui ont 300 ans quasiment, 300 ans pour la basilique et 1200 ans pour l'Occident, donc 1000 à 1200 ans environ pour Notre-Dame de Paris, ben, est-ce que parce que c'est de la pierre, c'est de la roche, puis c'est magané qu'on va le démolir? Bien non, voyez-vous, on ne peut pas juste analyser ça en termes de matériaux, c'est que le bâtiment a une historique, le bâtiment a une valeur en soi. Puis si je vous dis, puis le bâtiment passe au feu, non, excusez, j'ai répondu à ma question, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, voyez-vous, la réponse, c'est pas juste est-ce qu'on peut utiliser? Ben non, c'est non, est-ce que votre bâtiment, apporte quelque chose? Où est-ce qu'il est générique? S'il est générique, qu'on en trouve des milliers de copies, fine, OK, peut-être qu'il y a moins de valeur qu'un autre, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il a été répliqué à plusieurs fois qu'il y a moins de valeur pour autant non plus. Autrement, on trouve des produits dans des musées, c'est équivalent aussi. Donc, parce qu'ils ont apporté quelque chose dans leur contexte, dans leur temps présent, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de réponse à ça. Merci pour la présentation et la question. Parfait. Quand je pensais à la réponse également, on a plusieurs personnes celui. Donc, ma question est assez naïve, peut-être sans du cadre de la présentation, mais pourquoi est-ce que les nouveaux bâtiments se ressemblent-ils tous? Très bonne question. En fait, je te dirais, des fois, je pense qu'il y a, comme on a eu jadis à une certaine époque, les artisans apprenaient de leur maître en reconnaissant le travail qui a déjà été fait. Puis c'est une façon d'apprendre qui fait partie aussi du cursus dans l'architecture. Mais voyez-vous, le problème que je vois aujourd'hui, c'est que lorsqu'on veut parler d'abord des bâtiments qui sont inspirants, qui sont à la surface de la Terre à chaque projet, et vous allez révolutionner le monde. Donc, on va vous demander de prendre des projets existants qui sont similaires, qui ont des caractéristiques qui sont intéressantes, que vous pouvez approfondir, puis on vous dit, analysez-les, et vérifiez si ça fonctionne dans vos projets. Au final, on prend un projet qui existe depuis 15-20 ans, puis on en fait genre 75 fois une version réchauffée, de pire en pire à chaque fois. Puis malheureusement, je veux dire, c'est un milieu qui se compare beaucoup aussi. Donc, si on dit, ah ben moi j'ai fait une usine, moi un carbone, moi j'ai mis une piste de ski sur mon usine. Ça existe pour de vrai. Aller à Copenhague, au Danemark, il y a une usine, une usine de biométhanisation, d'un grand bureau que les architectes aiment ou détestent, c'est un ou l'autre directement. Et on a mis une piste de ski parce qu'on peut concevoir un bâtiment industriel comme étant super ludique. Donc au final, c'est un peu n'importe quoi qu'on fait. Puis, c'est vraiment qu'on se bat. Votre public avec ça. Salut Charles. Moi, j'ai quelque chose à dire d'abord en répondant à ce que tu as dit. Puis ça fait lien aussi avec ma question. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles on voit tous les nouveaux bâtiments qui sont tous pareils, c'est à cause de la spéculation de l'immobilier. C'est qu'on pense aux bâtiments comme quelque chose dans lequel il faut investir, non pas pour le futur et pour que ça dure et pour que ça devienne quelque chose de patrimonial, mais surtout pour pouvoir ensuite les revendre ou les marketiser de quelque manière. Et ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que ce problème de démolir et reconstruire, c'est quelque chose qui touche surtout les bâtiments publics
institutionnel, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui est problématique dans les bâtiments résidentiels? Parce que je sais qu'en ce moment, un des gros enjeux, c'est d'essayer de densifier la ville. Puis il y a des solutions qui démolissent des bâtiments existants, puis il y en a qui ne le font pas. Et aussi, si tu penses par rapport à ça que la spéculation immobilière a un rôle à jouer dans ça. Donc, pour les gens à la maison, si jamais il y en a, la question c'est est-ce que la spéculation immobilière peut avoir un rôle sur le fait qu'on démolisse ou non des bâtiments, mais également aussi, rappelle-moi, Adriana, la première question. Dans la première partie, c'était plus une réaction à ce que tu disais, mais est-ce que c'est quelque chose qui touche surtout les bâtiments institutionnels ou si c'est aussi quelque chose qui se passe beaucoup dans l'immobilier, enfin dans le résidentiel? Parfait. Donc, on me demandait est-ce que ça touchait un type de typologie en particulier, ou le résidentiel commercial, ou on se touche aussi dans d'autres milieux, donc du résidentiel, par exemple. Pour répondre à volet 1, la spéculation, oui, on construit beaucoup, depuis les années 60, je dirais, depuis l'après-guerre, on construit beaucoup des bâtiments, pas parce qu'il faut que ça soit beau, bon, et que ça soit durable et pérenne, mais parce qu'on avait un besoin urgent de construire. On a construit l'Europe en rapidité, on a reconstruit des pays ici, maintenant on a construit beaucoup ici, quand on a recueilli le militaire après, donc dans le wartime period, mais on construisait beaucoup de façon économique, mais genre tellement que ce qu'on construisait n'était pas bon. Et ça a été genre grandement affecté en termes de qualité, mais c'est pas grave parce qu'on faisait de l'argent avec. Puis voyez-vous, on a gardé cette même mentalité que si je produis plus, j'ai plus d'argent, je maximise mes profits. Sounds good, fine. Le problème, c'est que justement, on est dans un monde où on a une quantité limitée de matières, de matériaux, ressources et compagnie. Donc, si vous pensez une croissance infinie avec une taille limitée, je suis désolé, mais on va frapper un mur. Puis le mur, je vous dis, il s'en vient vite. En termes de cadre bâti, oui, on voit souvent dans des milieux urbains. On voit plus souvent dans les milieux, je dirais, autant urbains, mais comme les villes sont plus développées, ont des politiques, ont des CCU, donc des conseils comités urbanistiques, ont des plans d'intervention. En ville, c'est plus réglementé, c'est plus facile, on peut avoir des modifications. Là où le bas blesse, où le problème se trouve vraiment important, c'est parce qu'on est en région. Parce que voyez-vous, le sol est tellement accessible dans un village, dans une municipalité, il n'y a pratiquement pas de construction, que c'est moins rentable pour le promoteur de rénover un bâtiment existant. Puis pour la ville, son argument de vente, c'est si je te démolis le bâtiment, j'en fais un plan en neuf, un, ça va avoir de la gueule. Deuxièmement, je vais pouvoir monter ton niveau de taxe dans ta ville. Puis comme la plupart des municipalités dépendent des taxes pour leur budget annuel, si on leur dit qu'on peut leur offrir plus d'argent, c'est rare qu'ils vont dire non. Puis ça, c'est des histoires qu'on voit pour du résidentiel, mais je veux dire, même du patrimonial, on parle d'institutionnel, mais même du patrimonial résidentiel. On a des maisons de colonisation du 17e et 18e siècle qui manquent d'entretien depuis 250 ans, puis qui sont en train de sacrer le camp, justement, ou passer au feu, où on a des villes qui font « ouais, on pourrait faire quelque chose ». Puis on attend, puis il ne se passe rien, puis le bâtiment, ben, voyez-vous, c'est voué à l'échec, ça fait un milo, puis c'est fini directement. Et même, si je peux me permettre, je ne sais pas si je fais du temps, mais moi je continue parce que je parle beaucoup. La limite, c'est de savoir quand arrêter. Si jamais ça vous saoule, dites-moi-le. Mais un autre aspect aussi, c'est quand vous avez des bâtiments, on dit historiques. Parfait. Normalement, la limite, c'est années 40 en descendant, c'est patrimonial. De quelle valeur par après, ça dépend. Puis on se dit, ben, c'est bon, parce qu'on a le ministère de la Culture et des Communications qui vient nous dire, ben, votre bâtiment, il est patrimonial, il y a un intérêt historique, ça fait longtemps qu'il est là, il représente un style en particulier, yada, 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 il y a une couple de raisons. On vous dit, parfait, c'est protégé. Il s'est passé, dans les inondations de 2017-2019, plusieurs municipalités, Blanche de l'Appalache, du bord de Montréal, du bord de Saint-Laurent, il y avait des villes, il y avait des villages qui étaient le plus près de ces rivières-là, parce que c'était la voie du commerce à l'époque, un petit peu, et c'était aussi des voies d'implantation, où des bâtiments ont été démolis ou ont été gravement touchés par les inondations. Dont un, là, je n'ai pas d'exemple graphique parce que je n'ai pas pensé de le mettre, mais c'est un manoir Tachereau à Sainte-Marie-de-Beauce, qui était un bâtiment classé patrimonial par le ministère. Tachereau, comme l'ancien premier ministre qu'on a eu au Québec, donc c'est une famille de nobles qui était implantée justement en Beauce, en Chaudière-Appalaches, justement. Et la maison, c'est un style néoclassique français, vraiment intéressant, du théâtre à l'extérieur, des grandes colonnades. C'est un bâtiment qui se distinguait beaucoup. Et après les inondations, il a été gravement endommagé. Il a passé au feu. On s'est dit, bon, ben, je veux dire, ça ne fait pas plus de patrimoine bâti, il est protégé, c'est sûr que le ministère va le défendre.
Et le problème, c'est que le ministère n'était pas propriétaire du bâtiment, ni la municipalité. C'est un particulier qui s'est arrivé, c'est qu'ils ont entré en communication, puis il ne s'est rien passé après l'incendie. Non, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a mis la pelle mécanique dedans parce qu'on s'est dit, non, le bâtiment, il est scrap, ça ne sert à rien. Fait que voyez-vous, même un patrimoine protégé par un ministère, des fois, c'est une grande machine, puis des fois, la machine, ben, elle fonctionne, mais c'est plus à bien administratif pour l'instant. Je te dirais que, réponse courte, tous les bâtiments, de toute typologie confondue, sont touchés par ça, mais plus sévèrement en région. Voilà. Merci beaucoup, Charles, pour une présentation sur un thème assez unique, en tout cas qui sort de l'ordinaire, l'architecture. Puis je sentais déjà avec notre conversation autour d'une piscine qu'il y avait plusieurs pistes de réflexion possibles, puis je pense que tu les as vraiment bien mises en œuvre. Donc, merci encore une fois pour ta présentation, tes questions à toi-même, tes réponses à toi-même, et également aux réponses que tu as faites au public. On passe maintenant donc à notre quiz immédiatement. Donc, on a une question par présentation, vous avez pu comprendre. Et on va avoir les prix qui vont s'afficher bientôt à l'écran. Donc, le premier prix, il va y avoir un code QR également. Donc, le premier prix, c'est 3 consommations ici même, donc petit campus. Deuxième prix, vous voyez également 2 consommations. Et troisième prix, dans le même ordre et dans la même logique, une consommation de 20 onces au petit campus. Donc, ça, c'est pas le... Oui, exact. Ça, c'est le bon code QR. Donc, juste à scanner avec votre lentille intelligente, là, si vous ne savez pas, là, vous pouvez utiliser votre appareil photo. Il y a souvent les options 3 points. Connectez-vous à Internet. Vous allez pouvoir cliquer sur le code QR. Et il y a également à la suite de ça un formulaire d'appréciation. Le formulaire d'appréciation, c'est essentiellement pour avoir vos commentaires sur la soirée. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Si vous avez des propositions de présentation de personnes que vous connaissez, vous avez droit à un bonus de référence. Et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est des questions à choix multiples. C'est très apprécié si vous répondez. Également, c'est un bon argument de vente pour financer nos événements. Donc, je vous laisse répondre au quiz. Là, on est rendu encore notre PowerPoint d'introduction. Mais juste afficher celui, le dernier, PowerPoint quiz. 6 traits d'union, PowerPoint quiz. On va y arriver, c'est pas grave, à la technique. Juste faire F5, puis on va y arriver. Non! Ça, c'est encore le mauvais, mais bref, ça va être affiché. On se donne un certain temps, on va annoncer les gagnants, puis on va vous remettre des coupons consommation. Puis la soirée est à nous, on a du plaisir, on continue comme ça. Ça va bien. Merci à vous.